Bonsoir à tous, 20h sur nos antennes, c'est l'heure des infos. Fatima, bonsoir. Bonsoir Papis, bonsoir également à vous chers téléspectateurs et c'est parti pour le sommaire de cette édition. Drame de Mina, l'identification des victimes plus que jamais la priorité ici et ailleurs. Mieux, le Sénégal élève la voix par le président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar, Moustapha Diakhaté, en appel à la fermeté de l'État et à l'ouverture d'une enquête sous la conduite de l'OCI. Dans la même veine du pèlerinage, la problématique du Nganalé au centre du débat. Plusieurs Sénégalais considèrent qu'il faut s'en passer au regard du contexte et des circonstances. L'imam Mokhtar Ndiaye, lui, dans son sermon, invite les musulmans à prier pour les victimes de Mina. Et puis, rentrée scolaire 2015-2016, le ministre de l'Éducation nationale était dans la banlieue. Serigne Mbaye Thiam s'est rendu dans les écoles inondées à quelques jours de l'ouverture. Une visite en marge de laquelle il a abordé le contentieux qui oppose aux élèves maîtres. Le ministre dit attendre la notification de la justice sénégalaise pour se prononcer. Enfin, en sport, Afrobasket 2015, le point dans cette édition. En demi-finale ce soir, les Lions affrontent l'Angola. Je rappelle que dans la première demi-finale, les Camerounais se sont imposés aux dépens du Nigeria. Donc le Cameroun jouera la finale soit contre le Sénégal ou l'Angola. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition Drame de Mina. Le centre de soutien psychologique prévu à l'aéroport Senghor n'est pas encore mis en place selon les informations que nous avons eues aujourd'hui. Exactement Papy, ce centre doit être rattaché à la cellule de crise et d'appui psychologique de la vie des pèlerins revenus de la Mecque et trouvés par nos reporters au hangar de l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Reportage à Alassane Bah, Thierno Laurent Mendy. Au hangar des pèlerins, le centre de soutien psychologique annoncé par la cellule de crise et d'appui psychologique n'est pas encore mis en place. Selon des informations reçues sur place, El Hadj Ibrahim Diouf, un oudjat venu récupérer ses bagages, attend beaucoup de cette cellule. Cellule, vraiment, moi je dirais que son rôle c'est d'accompagner les pèlerins. Parce que nous ne sommes pas tous pareils. Il y a des pèlerins qui peuvent absorber le coup. Et puis moi je dirais que pour ceux qui sont portés disparus et ceux qui ne sont pas revenus, leurs familles qui sont là, si on peut les accompagner. Visiblement touché par la tragédie de Mouna, il dit avoir assisté certains oudjats sous le traumatisme. Il faut que j'ai ramassé une dame, une Sénégalaise. Bon, j'ai ramassé une dame qui marchait, qui errait comme ça dans les rues, sans même se rendre compte qu'elle est à la Mecque. Elle me demandait, elle me donnait des mots, je crois que c'était des noms de ses filles, bien de ses enfants. Elle croyait qu'elle était dans son quartier. Je lui ai dit, non, vous êtes à la Mecque, maman. Après, il a commencé à délirer. Elle était un peu âgée, elle était commencé à délirer. Je l'ai pris, je l'ai amené chez nous. Il y a un vieux dans même l'avion qui nous retourne, dans l'avion même. Où vous étiez? Quand on pour mon retour. À un moment donné de l'avion, il s'est levé brusquement. Et commençait à marcher. Au moment où même on nous avait demandé à nous tous d'attacher nos ceintures, de nous asseoir parce qu'on commençait à entamer les procédures de descente. Il s'est levé, il a commencé à partir. Je l'ai pris à la main pour lui demander. Il croyait qu'il était dans dans la rue, bien dans son quartier. Bien dans... À un certain âge, pour lui, aller à la Mecque n'est pas chose facile. Moi, je crois que faire le pèlerinage à la Mecque, je crois que ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème d'âge, physique, c'est tout. Voilà, je m'en le mot physique. Jusque-là, l'installation du centre de soutien psychologique n'est pas encore effective. Un centre qui aura beaucoup à faire vu l'ampleur du drame.
Et puis la réaction de Moustapha Diakhaté sur le drame de Mina. Le président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar appelle à plus de fermeté avec les autorités saoudiennes. Il ajoute qu'une enquête doit être ouverte, une enquête qui sera conduite par l'OCI avec des experts en la matière. Moustapha Diakhaté préconise même la tenue d'un sommet extraordinaire de l'OCI sur le Hajj. Papis. Nous y restons pour parler de la problématique du Nganalé qui fait l'objet d'un débat de fond ici au Sénégal. À la suite du pèlerinage 2015, le contexte et les circonstances ne s'y prêtent pas du tout à la place des prières. C'est l'avis général des Sénégalais. Unanimes, elles le sont. Les festivités couronnant l'accueil du pèlerin, un rituel, une tradition à bannir en cette période de deuil national et de recueillement, selon ces dames. Nous n'osons même pas y penser. Si j'avais un parent qui était allé à la Mecque, je ne ferais que des récitals de Coran matin et soir. C'est une tragédie, une catastrophe. Personne ne doit penser aux festivités. C'est un drame national. Nous éprouvons toutes de la peine. Nous devons nous tourner vers les enseignements du Seigneur. C'est un deuil national pour tout le monde. Il va falloir nous repentir. Plus de folklore. Dorénavant, tout doit se faire autrement. Réveillons-nous, j'ai l'impression que nous avons tous oublié la tragédie du bateau le Joola. C'est toujours vivace dans nos esprits. Le Nganalé, à mon avis, est à bannir à partir de maintenant. Imam, en quoi consistent ces festivités et dans quelles conditions doivent-elles se tenir? Certains érudits disent qu'il ne faut pas s'aventurer à faire des festivités. Il doit y avoir moins de folklore et faire les choses selon les règles. Certains sont d'avis que le Nganalé doit avoir lieu, mais à certaines conditions. On ne va sûrement pas arrêter cela, on peut le faire. Recevoir les autres, discuter, réciter le Saint-Coran, pas d'abus. Après le décès de plus de 700 pèlerins à la Mecque, la population sénégalaise appelle à la décence et au retour vers le Seigneur. Aïssatou Païfal, l'imam Mokhtar Ndiaye de la mosquée de Liberté 6 a également axé son sermon sur les festivités. L'imam qui a dirigé la prière de ce vendredi à Liberté 6 a rappelé aux uns et aux autres l'importance de prier pour les victimes et de s'éloigner des festivités Adiatala. Kilifa diine yëpp jox nañu ndigal ni nan ci wax ci ganale yooyu ñuy def ren nan ko fexe nu bàyyi ko. L'imam Mokhtar Ndiaye, très en verve, interpelle l'assistance sur des us et coutumes superfétatoires de certains pèlerins de retour de la Mecque. Les festivités communément appelées Ganalé que nous assistons aujourd'hui sont en parfaite contradiction donc, avec les principes de l'islam. Et le prophète Mohammed alayhi salam, de son vivant ne l'a jamais fait, il ne l'a également jamais ordonné et ses compagnons ainsi de même. Selon le maître des lieux, ces pratiques coutumières engendrent l'effet contraire. Le pèlerin doit savoir dès son retour de la Mecque qu'il est blanchi de tout péché comme le nouveau-né et par conséquent il doit éviter d'en commettre de nouveau, n'est-ce pas? Et à travers ces ganalés, malheureusement, on note des actes blâmables, des actes qui sont aux antipodes même des principes de l'islam. On note également à travers ces ganalés un péché grave, des péchés même graves. D'abord, il y a ce qu'on appelle le gaspillage qui est une pratique interdite sur toutes ses formes par l'islam. Imam Mokhtar Ndiaye de marteler que l'urgence est ailleurs. L'argent qu'on gaspille à travers ces ganalés-là, cet argent-là peut servir à d'autres choses beaucoup plus prioritaires, beaucoup plus importantes, n'est-ce pas, telles que l'éducation des enfants, leur santé, leur bien-être, etc. Donc pour vous dire en grosso modo que ces ganalés n'ont pas en fait leur place en islam. Les fidèles nombreux sur les lieux de prière saluent la pertinence du prêche. Si nous avons la chance d'avoir un imam qui nous guide sur le droit chemin, c'est un imam moderne qui a axé son sermon sur l'actualité. Ce qui s'est passé doit servir de leçon.
Cette pratique peut influencer en bien comme en mal. Tout dépend des préoccupations. Les festivités qu'il dénonce, c'est à saluer. Je ferai tout mon possible pour sensibiliser le voisinage et lui faire comprendre qu'on le veuille ou non, ce sont des prescriptions de l'islam. L'assistance en a profité pour prier pour le repos des âmes des personnes victimes des bousculades et elle exhorte toutes les mosquées à faire de même, outre sensibiliser sur les conséquences des festivités. Hadi Attala, le chef de l'État Macky Sall, invite également les Sénégalais au recueillement, à la prière et à plus de retenue dans l'organisation des festivités célébrant le retour des pèlerins de la Mecque. C'est ce qu'indique un communiqué du gouvernement reçu à la PS. Un communiqué en cache un autre. L'archevêque de Dakar, en communion avec ses frères évêques du Sénégal et de l'ensemble des communautés chrétiennes, s'incline pieusement devant la mémoire des victimes. Par sa voix, l'Église présente ses condoléances les plus attristées à toutes les familles qui ont perdu un parent, un proche ou un ami dans cette tragédie qui frappe toute la communauté musulmane du monde. L'archevêque exprime sa solidarité en particulier aux familles des victimes sénégalaises et offre ses prières pour le repos de l'âme des disparus, qu'Allah, le Tout-Puissant et le Miséricordieux, les accepte dans son paradis éternel et qu'il accorde un prompt rétablissement aux blessés. Nous restons sur le pèlerinage Fatima avec les retards de certains vols. Des retards seront notés sur certains vols retour du pèlerinage à la Mecque. Selon un communiqué de Sénégal Airlines reçu à la PS, sont notamment concernés le vol numéro 5 du privé initialement prévu pour un départ de Djidda le 2 octobre à 1h du matin et le vol numéro 1 du gouvernement initialement prévu pour un départ de Djidda le 3 octobre à 1h du matin. Vous l'avez dit, tout à fait autre chose maintenant. On change de couleur et de situation pour parler du ministère de l'Éducation nationale qui est allé visiter les écoles inondées dans la banlieue à quelques jours de l'ouverture de l'école. Le ministre Serigne Mbaye Thiam en a profité pour répondre aux questions des journalistes sur la problématique ou sur le contentieux qu'il oppose aux élèves maîtres. Le ministre dit attendre réception de la notification par la justice sénégalaise. L'heure donc n'est pas de répondre. Le voici au micro de Dissa Prera. Nous allons indiquer la suite à donner une fois que nous recevrons l'arrêt de la Cour suprême. On est une institution de l'État, le gouvernement. Nous ne pouvons pas parler, nous ne pouvons pas décider et émettre un point de vue sur la base de on-dit. Nous attendons d'avoir l'arrêt. Une fois que nous avons l'arrêt, nous indiquerons la conduite à tenir. Mais ce qui est constant dans cette affaire-là, ce qui est constant, c'est qu'il y a eu une fraude. Je n'ai pas dit que tous les élèves maîtres ont acheté leur place. Ce que j'ai dit, c'est qu'il y a certains élèves maîtres qui ont eu à donner de l'argent pour qu'on gonfle leurs notes. Mais certainement, comme on le sait au Sénégal, quelqu'un qui a peut-être son neveu là-dedans ne va pas demander à son neveu de l'argent, mais il a fait gonfler sa note parce que cette personne a des relations. C'est établi de façon certaine. Ça, c'est établi qu'il y a eu fraude. C'est établi qu'il y a eu fraude et on ne me dise pas que certaines personnes ne sont pas impliquées. Parce que une personne qui est là-bas au ministère, à devant son ordinateur, ne peut pas se décider de changer la note de telle personne, une personne X, au hasard. Au hasard, c'est pas possible. Donc, il y en a certainement pour lesquels, c'est pour des raisons sociales, familiales, qu'ils connaissent quelqu'un dans le circuit pour lequel la note a été modifiée. Mais tous les 690, nous avons pour chacun le relevé de note manuscrit du correcteur. Nous avons les copies. Nous avons la note qui a été saisie. Nous avons le jour dans l'ordinateur avec le login de l'ordinateur où on sait que le jour, l'heure, la minute, la seconde où la note a été modifiée. Et il y a même des notes qui ont été touchées après la réunion de la commission de délibération qui a eu lieu le 11 mars 2014. Donc, voilà la situation qu'il y a.
Maintenant, il y a des questions, peut-être qui sont des questions de droit. On verra avec l'arrêt de la Cour suprême quelle est la conduite, quel est le sort qui sera réservé à cette question-là. Nous parlons santé à présent avec les résultats satisfaisants obtenus dans la lutte contre le sida. La contribution d'experts consultants est à saluer de l'avis du secrétaire exécutif du CNLS. Le docteur Safietou Thiam participait jeudi à un atelier bilan après 5 ans d'opération dans la marche de l'appui conseil organisé par le réseau Oasis qui apporte son expertise dans plusieurs domaines. Reportage Mambiram Diouf Martian. Une assistance technique pour conduire à bien les programmes et projets de développement, c'est la mission que s'est assignée le réseau Oasis qui prône pour ce faire l'expertise africaine. Notre marché de base, c'est actuellement le secteur de la santé, mais c'est des techniques et des processus aussi qui sont réplicables dans l'éducation, l'environnement, le développement d'une manière générale. Et c'est d'ailleurs le sens de cet atelier, parce que nous voulions aussi faire comprendre à d'autres acteurs, notamment le secteur gouvernemental, qui a des projets et programmes de développement avec la nouvelle vision du gouvernement, que ce soit le PSE, le PUDC. Fructifier les ressources investies et faire bénéficier aux populations les politiques de développement, surtout en matière de santé, font également partie des objectifs. Dans l'objectif d'atteindre le but ultime pour lequel les ressources ont été mobilisées, nous aidons les entrepreneurs sociaux, ceux qui sont dans le secteur du développement à les réussir. Et en gardant à l'esprit qu'on le fait aussi, en fin de compte, pour l'amélioration du bien-être social des populations à la base. Après 5 ans de mise en œuvre, l'effort est payant, l'évaluation faite est satisfaisante, notamment dans la lutte contre le sida. Pour que les pays puissent avoir des résultats qui aujourd'hui font qu'on dit que le sida a reculé à travers le monde, c'est qu'il y a eu des experts qui ont appuyé ces pays. Et justement, c'est un domaine qui est nouveau, c'est un domaine qui est très innovant. C'est comme objectif d'éliminer l'épidémie d'ici 2030. Ça veut dire qu'il y a vraiment des objectifs ambitieux, et si on a fixé ces objectifs, c'est parce qu'on sait qu'on peut les atteindre et on sait que les programmes peuvent être performants et peuvent être efficaces. Se dessinent ainsi des perspectives pour un développement économique et social soutenu par des projets solides et durables. Et nous parlons de tourisme, une sorte de faire l'évaluation après la visite du chef de l'État pour booster le secteur dans la région de Casamance. 7 mois après, dans certaines zones, on se pose des questions. Récit Boubacar Diassi. 7 mois après les mesures importantes prises par le chef de l'État Macky Sall en faveur du tourisme en Casamance, ce secteur bat toujours de l'aile. La situation elle est difficile, il faut le reconnaître. Je pense que c'est général. Si nous prenons l'aéroport du Cap Skirring, la saison passée, dont nous avions enregistré 9043 touristes, et la présente saison, 2014-2015, nous n'avons enregistré que 5752 arrivées. Donc vous voyez un peu l'écart. Mais l'espoir est encore permis. Le président a déjà pris les décisions idoines. Il a décidé d'exonérer tous les investisseurs qui voulaient s'installer en Casamance pendant 10 ans de taxes. Il a effectivement également décidé par ailleurs de mettre en place un fonds touristique de 5 milliards. Le processus est engrangé et je pense que cela ne va pas tarder à commencer. Ce secteur gagnerait aussi à faire sa propre mue, notamment à Kafountine, s'il veut séduire les étrangers. Moi, j'ai toujours pensé qu'il faut améliorer les conditions d'accueil et d'hébergement. On ne peut pas faire du tourisme lorsque ces conditions-là ne sont pas réunies. Et améliorer également la sécurité. Comment les touristes sont accueillis, comment ils sont traités, et tout cela, ça participe de la promotion du tourisme. Donc il faut d'abord que ces acteurs-là se regroupent, essaient ensemble de voir quelle stratégie il faut adopter pour booster le tourisme. Comment il faut faire pour améliorer ces conditions-là, la sécurité, l'assainissement, l'environnement, pour que les milieux soient de plus en plus attrayants. Deuxième site touristique de la Casamance après le Cap Skirring, Kafountine n'en demeure pas moins le premier port de pêche.
Boubacar Diassi, nous restons dans le sud du pays, à Sédhiou, où la production du riz a presque doublé cette année, et ce, grâce aux nouvelles techniques apprises par les femmes. On nous apprend également que le riz se porte très bien et l'espoir est né pour une très bonne production, mais les femmes demandent aux autorités de prendre en charge la question de la divagation des animaux pour éviter les dégâts de l'année dernière. Bakary Konté, ça le semble. Dans la vallée du Saint-Miron, le riz est en montaison. Le PAPSEN, la coopération italienne et l'ISRA ont reçu leur politique dans la zone. Depuis 2014, on est dans une dynamique en tout cas d'intensification de la production de riz de cette année. On est en train de former les femmes, en tout cas à adopter des innovations sur les bonnes pratiques agricoles, qui nous permettront à la longue, en tout cas, à l'État du Sénégal, à la région de Sédhiou, d'atteindre les objectifs qu'on a fixés. Et surtout pour l'autosuffisance en riz. Cette année, la culture du riz a presque doublé dans le Pakao. Plusieurs femmes ont été formées sur les bonnes pratiques agricoles. Donc à partir de l'année passée, avec ces femmes de la vallée de Saint-Miron, on a démarré un processus d'adoption technologique en fonction et avec l'objectif d'améliorer la production et les rendements. Donc on a adopté ces passages-là en introduisant des innovations, par exemple au niveau du système de rébiquage. Les femmes avertissent, elles ne veulent plus vivre les mauvais souvenirs de l'année dernière. L'année dernière, on était très contents parce que nos pépinières ont bien donné. Mais malheureusement, un seul jour, on vient pour récolter, on trouve que les bœufs ont tout bouffé. Cette année, ce qu'on souhaite, il faut voir les autorités avec la mairie, le préfet, le gouverneur, parce que nos dossiers sont à la justice. On ne veut pas que ça recommence, même s'ils ne vont pas nous payer, mais que ça s'arrête. Ça s'arrête parce qu'on en a marre. En attendant, ces femmes peuvent danser pour montrer leur satisfaction. Bakary Konté, merci. Préparatif de la rentrée des classes, le marché hebdomadaire de Guédiawaye pris d'assaut par les parents d'élèves. La friperie très prisée par les mères de famille qui s'y retrouvent au regard des prix très abordables. Du côté des commerçants également, on se frotte les mains puisque les choses marchent très bien. Cher nous, Khadim Sissé. Arrêt Doubalès à Guédiawaye, tout le long du boulevard est occupé par les marchands pour écouler leurs produits. À l'approche du site, les étals de vêtements, de chaussures et autres articles s'offrent aux clients. Il y en a pour toutes les bourses, 1000 francs, 1500, 3000 et même 5000 francs. Les clients commencent à venir petit à petit, mais on espère voir le rush d'ici à la fin du mois. Comment faire? Presque tous les parents d'élèves ont dépensé leur argent à l'occasion de la fête de la Tabaski. On est obligé de vendre moins cher la friperie. Ailleurs, je vends des habits entre 700 et 1000 francs CFA. Et comme je suis dans la banlieue, je les cède à 300 francs seulement. Pris en tenaille par la Tabaski de la semaine dernière et la rentrée des classes, ces dames font le tour du marché. J'ai des enfants qui doivent aller à l'école à la prochaine rentrée. Je paye des t-shirts à 300 francs et des pantalons à 700. Avec la conjoncture, il faut trouver des astuces pour s'en sortir. J'achète tout ici à 300 francs. On peut avoir un beau t-shirt et des pantalons. Ils sont installés dans les différents quartiers galaises à qui grouillent de monde. Les clients y trouvent des articles moins coûteux, les commerçants, eux, main. Avant la page sportive, un mot sur l'international récit résumé Daniel Diouf.
Société d'Ivoire, pour la première fois, la société civile va déployer des observateurs pendant l'élection présidentielle du 25 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé la plateforme de la société civile pour l'organisation des élections, une coalition de 14 associations. À cette occasion, une nouvelle méthode de comptage rapide va être expérimentée et par l'agence américaine pour le développement, une pratique déjà en 6 autres pays africains. Pour la première fois en Côte d'Ivoire, les organisations de la société civile espèrent ainsi offrir un nouvel outil aux électeurs et contestations post-électorales. Les 7 candidats qui se présentent face à Alpha Condé lors de la présidentielle prévue le 11 octobre clament le report. Ils estiment que l'accord d'août n'est pas respecté. C'est des anomalies qui comprennent le fichier électoral, et notamment beaucoup des blonds. Ils évoquent également des bureaux de vote trop éloignés du électeur, ne tiennent pas la route selon le parti présidentiel qui précise les levés lors de la signature de l'accord politique ont été corrigés. Au Burkina Faso, de l'ex-régime contre le camp présidentiel et l'arrestation de Gilbert Diendéré, procède de personnes suspectées ou impliquées dans la tentation des institutions de la gouvernement, des enquêtes, des cours. En plus des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba, le porte-parole des putschistes, sont mis aux arrêts. Enfin, au moins 12 djihadistes du groupe État islamique tués dans les premières frappes menées par la Russie sur la province de Raqqa, principal fief de l'organisation extrémiste en Syrie. Les frappes russes visaient jeudi soir la périphérie ouest de la ville et la région où se trouve l'aéroport militaire de Tabqa, plus au sud-ouest du pays, tuant au moins 12 djihadistes. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme. À la deuxième demi-finale de cet Afro-Basket 2015 qui se joue au Cameroun. Mamfatou nous disait il y a quelques instants que le Cameroun s'est qualifié aux dépens du Nigeria en demi-finale. Donc les Camerounaises attendent le vainqueur entre le Sénégal et l'Angola qui se joue à l'instant normalement. Mamfatou, bonsoir. Alors, est-ce que les débuts sont rassurants pour les Sénégalaises? Je n'ai pas bien entendu votre question, mais sachez que le match est en cours depuis 8 minutes. Le Sénégal a démarré bien sûr le match pied au plancher avec une réussite très en vue. Mais pour le moment, le score est très serré puisque le Sénégal mène juste d'un point. Évidemment, les Angolaises ont retiré un peu leur défense pour empêcher donc à nos Lions de dérouler. C'est un match physique comme on peut s'y attendre. Beaucoup de batailles sous le cerceau. Pour le moment, donc, on va dire que c'est que le premier quart-temps. Rien n'est fait, 16 à 15. Évidemment, il y a une grosse explosion de joie ici après la qualification du Cameroun devant le Nigeria, 71 à 70. Et le public est un peu parti, un peu vidé le stadium. Donc voilà, le Sénégal qui mène pour le moment 17 à 15. Au moment où je vous parle, il reste 1 minute 45 secondes dans le premier quart-temps. Alors, j'ai envie de vous poser une seule question, Mamfatou. Si on se met, c'est vrai, dans le rêve d'être qualifié en finale, d'avoir la défaite, on aurait regretté d'avoir la défaite du Nigeria ou on se contenterait de la victoire du Cameroun? L'adversaire potentiel du Sénégal pour cette finale, le Nigeria ou le Cameroun, vous auriez pris quelle équipe? Alors, Patrice, je vous entends très mal. Vous parliez en fait de la recette du Cameroun pour accéder en finale? Alors, je voulais dire, est-ce que le Cameroun serait le meilleur adversaire ou le Nigeria pour le Sénégal en cas de qualification en finale, bien sûr? Alors là, le Cameroun est déjà qualifié. Le Cameroun est un adversaire. La défaite du Nigeria, j'allais dire. Oui, bien sûr. Bon, le Nigeria est une grosse écurie. Évidemment, quand on joue à domicile, on est porté par son public. Et ce qui est assez étonnant, c'est que les Camerounaises ont fait preuve de beaucoup de ressources, notamment dans le 4e quart-temps, puisqu'à 16 secondes de la fin, elles ne menaient que d'un point, mais elles ont réussi à conserver le score. Je ne sais pas si c'est vrai
équipes ont perdu un match. Donc c'est pour vous dire que le Cameroun tient son rang et avec des filles qui se battent très très fort sur le cerceau, qui sont très bons au rebond. Et comme elles nous l'ont dit, le quatrième carton, c'est toujours leur carton. Donc espérons que le Sénégal se qualifie et après on essaiera de résoudre l'équation camerounaise. Voilà, Mame Fatou, tous nos encouragements pour la couverture de cette demi-finale en espérant que le Sénégal passera en finale. Ce sera éventuellement contre le Cameroun. Les informations, on les rappelle encore une fois, le Cameroun a éliminé le Nigeria en demi-finale. Le Sénégal joue à l'instant contre l'Angola. Ce sont les Lions qui mènent par 1 point d'écart. Nous sommes dans le premier quart-temps. Alors tous nos espoirs et nos prières accompagnent cette équipe sénégalaise. Fatima, ce sera tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Papi Sekal. Merci à tous ceux qui nous ont suivis et excellent week-end avec la